France Maghreb 2. Programme de ce grand forum pour ce jeudi 21 mars avec cette question du jour que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le grand forum FM2. Considérant les gilets jaunes comme des émeutiers, le gouvernement va donc déployer les soldats de l'opération Sentinelle pour encadrer les manifestations de l'acte 19 ce samedi. Ce dispositif est-il proportionné selon vous? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook donc France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le grand forum FM2 et on en reparle avec Yasser Louati, avec Amtlamitash et Mehdi Chebaiki et vous auditrices auditeurs au 01 40 33 9000. La France a probablement changé de ton vis-à-vis du pouvoir algérien, en croire les dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères. Nous nous poserons la question de l'ingérence française en Algérie, qui est dénoncée d'ailleurs par les manifestants tout à l'heure. Avis tranché de notre ami Yasser Louati qui reviendra sur ce qui s'est passé lundi devant l'ambassade de la Nouvelle-Zélande. C'est parti pour votre grand forum jusqu'à 18h. Vous êtes bien branchés sur France Maghreb 2. Je vous en souhaite la bienvenue. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 comme tous les jours de 16h à 18h. Un réel plaisir que de vous accueillir ici même dans cet espace de liberté. Et vous pouvez évidemment y participer en nous appelant au 01 40 33 9000 sur les 3 prévus d'aujourd'hui. Un seul est avec nous. Les 2 autres sont pris dans les bouchons. C'est ça la tristesse d'habiter la région parisienne. Lui, il est lyonnais, il est tranquille. Mehdi Chebaiki, salut Mehdi. Lyonnais est ponctuel. Salut à tous. Le Lyonnais est ponctuel, exactement. Comment ça passe? Ça fait un petit moment qu'on s'était pas eu là, mon cher Mehdi. Ouais, ça faisait un petit moment, ouais, là, tu sais ce que c'est, hein, les activités diverses et variées qui sont très prenantes. Oui, alors beaucoup de choses à commenter, mais le sujet à la une aujourd'hui, évidemment, ça fait le buzz dans tous les médias depuis hier soir, depuis en fait que le président, à l'issue du Conseil des ministres, a pris cette décision de faire venir de déployer les soldats de l'opération Sentinelle pour l'acte 19 prévu ce samedi à Paris. Considérons donc les gilets jaunes comme des émeutiers, le gouvernement va donc déployer, comme je disais, les opérations de l'opération Sentinelle pour encadrer les manifestations de l'acte 19 ce samedi. Ce dispositif est-il proportionné selon vous? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez, alors que ce soit sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter le grand forum FM2. Alors premier regard sur le sondage et la question posée, 70% pensent que non, c'est pas proportionné. Qu'en pense Mehdi Chebaiki? J'en pense que c'est pas une question de proportion, mais plutôt une question de pertinence. Déjà, c'est un aveu d'échec, parce que lorsque l'on doit faire appel à l'armée pour gérer des questions de maintien de l'ordre, c'est que visiblement les moyens policiers, la méthode policière ne suffit plus, et qu'on n'arrive pas à calmer quelques excités, parce qu'il s'agit pas non plus de 200 à 300 000 personnes. Hein. On n'est pas dans des révoltes généralisées, non, on est vraiment sur une zone hyper centralisée, le centre de Paris, avec des éléments certes violents hein, qui viennent pour casser. Il faut le dire, aujourd'hui, on est loin des premières manifestations, mais c'est un constat d'échec puisque lorsque un gouvernement décide de faire de l'exceptionnel, d'user du droit exceptionnel pour gérer simplement un maintien de l'ordre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Et ça se voit d'ailleurs par le fait qu'aucun ministre, et notamment le ministre de l'Intérieur, n'a démissionné malgré 18, on est à combien? 18, 19 semaines? On sera au 19e acte ce samedi. Mais la question qui se pose, Mehdi, c'est l'armée et ses soldats de l'opération Sentinelle qui vont être déployés pour aller protéger les bâtiments publics sont pas formés pour faire du maintien de l'ordre, à l'image, ou à l'inverse plutôt des gendarmes qui eux sont appelés pour avec leurs blindés, etc. C'est pas la même chose. Et quand on considère, et vous savez qu'apparemment d'après certaines rumeurs et certaines prises de position, il y en a qui veulent pas y aller. Ils disent c'est pas notre taf. Nous notre taf c'est de lutter contre le terrorisme, d'assurer la sécurité du peuple. C'est pas d'aller taper, j'allais dire, du manifestant ou l'empêcher d'approcher un tel bâtiment. Et ça pose vraiment des problèmes parce que aujourd'hui on n'est pas à l'abri d'imbéciles qui vont peut-être aller attaquer un véhicule de sentinelle. Que fait l'armée dans ces cas-là, mon cher Mehdi? Surtout, c'est comment est-ce qu'elle sera équipée? Parce que les militaires que l'on voit dans les opérations Sentinelle qui sont là pour nous protéger des actes terroristes sont équipés d'armes lourdes, hein, de fusils d'assaut. Là, qu'est-ce qu'on va leur mettre dans les mains? Une matraque? Est-ce qu'ils savent s'en servir? Et quand bien même sauraient-ils s'en servir, ils savent peut-être s'en servir pour des cas de guerre, donc où on a une personne que l'on veut ou que l'on doit tuer en face, mais certainement pas pour appréhender des gens violents. Lorsque l'on est dans la police ou dans la gendarmerie, on a une formation, en théorie, hein, parce qu'il y a certaines images que l'on a vues qui, hélas, montrent qu'il y a eu des mauvais élèves, mais on
on a une formation pour pouvoir appréhender quelqu'un, violemment certes, mais en évitant certaines zones. Le dos, la nuque, le visage. Normalement, c'est comme ça qu'une personne doit être appréhendée. Avec force, mais une force maîtrisée. Et nos forces armées, à ma connaissance, ne sont pas formées, en tout cas dans leur majorité, pour appréhender des manifestants civils en toute sécurité, entre guillemets. Mehdi, c'est vrai que tout ça est intéressant et l'opposition d'ailleurs s'en donne à cœur joie depuis hier, bien sûr, parce que c'est comme tu le disais, un aveu d'échec. Vous pouvez nous donner votre avis, 01 40 33 9000, parce qu'il nous intéresse bien sûr, mais on rappelle quand même que cette annonce a été, faite donc par le président hier. Ça a été fait pour éviter de nouvelles violences. Samedi prochain, le gouvernement qui va donc mobiliser le dispositif Sentinelle, un dispositif de nature militaire, d'ordinaire utilisé en matière de lutte antiterroriste. On le rappelle, l'annonce a été faite hier matin lors du Conseil des ministres. Je vous propose d'écouter Benjamin Griveaux, qui est le porte-parole du gouvernement et qui s'en est expliqué à l'issue de ce Conseil des ministres. Les moyens spécifiques seront donc déployés dès le week-end prochain. Des brigades anticasseurs dédiées, l'usage de drones, l'usage de produits avec des marquages indélébiles, une zone de filtrage en amont et, le président de la République l'a indiqué ce matin, la mobilisation renforcée du dispositif Sentinelle pour sécuriser les points fixes et statiques conformément à la mission du dispositif Sentinelle. Nous ne pouvons pas laisser une infime minorité violente, abîmer notre pays et détériorer l'image de la France à l'étranger. Les prochains jours seront donc décisifs. Voilà les arguments employés par Benjamin Griveaux, qui est le porte-parole du gouvernement hier à l'issue du Conseil des ministres. Est-ce que les arguments invoqués par le porte-parole, les Mehdi, ont réussi à te convaincre ? Non, ça n'a pas réussi à me convaincre. Enfin, ce n'est pas que ça n'a pas réussi à me convaincre, c'est comme je te l'ai dit, il est porte-parole d'un gouvernement en état d'échec. Donc à partir de là, tant qu'il n'y aura pas déjà des mesures de renouvellement du gouvernement, on restera dans l'échec. Moi, c'est ça qui m'importe. Je voudrais juste revenir sur une chose, Christophe. Tu sais, il y a quelques années, et de manière récurrente, on parle d'intervention de l'armée dans certaines zones françaises. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Oui. Est-ce que tu as entendu des polémiques, des débats et des baguettes qui ont été prises pour en parler ? Moi, je vois que lorsqu'il y a des problèmes en banlieue parisienne, dans certains quartiers, que ce soit à Sevran notamment, on a fait l'appel à l'armée, lorsqu'il y a eu des émeutes, la majorité, tout du moins une bonne partie de l'opinion publique française, trouve ça plutôt, pertinent de faire appel aux forces de l'ordre pour aller taper des casseurs qui seraient d'origine non souchienne, pour reprendre un terme que j'aime pas trop d'ailleurs. Mais en l'occurrence, lorsqu'il s'agit des gilets jaunes, alors là j'assiste à des débats politiques dans lesquels on se demande s'il faut envoyer l'armée, ne pas envoyer, si c'est trop, si c'est disproportionné. Moi, c'est ça que je trouve quand même relativement bizarre, cette dichotomie entre les deux choses. Alors, on va aussi accueillir et demander l'avis de notre ami Yasser Louati qui est arrivé. Oui, voilà. Bonjour Yasser. Bonjour Christophe. Comment ça va ? Très bien et toi ? Bah écoute, très très bien. Donc on est avec Mehdi Chebaiki, que tu connais fort bien. Non, à peine. Bon, je sais juste qu'il connaît rien au foot, mais à part ça, non, ça va. Non, on avait dit non. On avait dit pas de pacte de non-agression. Enfin, on avait signé un pacte de non-agression. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà, faut le respecter, c'est important, ouais. N'est-ce pas Mehdi ? Écoute, la dignité, c'est la parole. C'est bien joué, mon Mehdi. Alors, on est donc sur cette question et sur cette polémique qui fait couler beaucoup d'encre et qui fait réagir évidemment l'opposition. On le verra tout à l'heure d'ailleurs dans le zapping, un sujet qui a été un moment de crispation hier lors du débat des 6 responsables des grands partis politiques français, à propos donc du choix du président de la République de déployer des soldats de l'opération Sentinelle pour maintenir la sécurité devant les bâtiments publics. Est-ce que, en même temps, on peut faire un parallèle entre ce qui s'est passé samedi dernier, Yasser, sur les Champs-Élysées, avec ces boutiques saccagées, enfin, c'est l'une des plus belles avenues du monde qui a été mise à mal, pour le coup. Est-ce qu'on pouvait rester sans réagir ? Est-ce que la bonne décision a été prise ? Est-ce que, comme dit Mehdi, c'est un aveu d'échec, ou bien au contraire, il fallait le faire, et peut-être même plutôt, comme le disait Ségolène Royal ce matin à la radio ? La situation est un peu plus compliquée que ça. Pour commencer, il y a déjà les policiers qui disaient en fait avoir eu pour ordre de ne pas intervenir alors qu'ils le pouvaient.
Donc il y avait une volonté de laisser faire les casseurs. Si on était complotiste, on dirait au moment où la loi anti-casseurs est débattue au Conseil constitutionnel, donc ça aurait été un bon argument pour faire passer la loi et donc qu'elle ne soit pas retoquée par le Conseil des sages, enfin ce qu'on appelle les sages. L'autre problème, c'est qu'il y a eu, on sait déjà, des dissensions entre la préfecture et le ministère de l'Intérieur, que Castaner est affaibli et qu'on a fait sauter Delpuech récemment. Maintenant, concernant le déploiement de l'armée, lorsque cette thèse a été évoquée par Éric Zemmour il y a quelques années sur des entraînements qui avait eu lieu au sein de l'armée pour reconquérir des quartiers populaires parce que des Noirs et des Arabes pouvaient à tout moment faire sécession, je ne sais quoi, ou en prendre le contrôle. Là, il n'y a pas eu de débat parce qu'on s'était dit c'est l'armée française qui va intervenir pour casser du Noir et de l'Arabe. Aujourd'hui, l'armée est évoquée pour justement s'en prendre aux Gilets jaunes et encore une fois, on voit que ça pose problème. Mais au-delà de ça, c'est quand même extrêmement inquiétant avec toute la série de lois liberticides qui ont été passées dans les 10 dernières années sous couvert de lutter contre le terrorisme, que l'on arrive en plus à déployer l'armée contre des civils. En qui plus est, le dispositif Sentinelle. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir des militaires qui vont se retrouver à tirer sur des civils sur le sol français. De mémoire, je crois que ça remonte à l'OAS, ce scénario-là. Donc maintenant, oui, il devrait y avoir débat, mais il devrait y avoir surtout débat sur d'une, l'absence de réponse politique aux demandes des Gilets jaunes. Deuxièmement, sur la gestion des forces de l'ordre. Troisièmement, sur la stratégie du maintien de l'ordre. Oui, mais alors Yasser, Mehdi, le gouvernement aujourd'hui il parle plus de Gilets jaunes, il parle d'émeutiers. Non, c'est faux. Ça reste des Gilets jaunes qui manifestent. Bien sûr, des casseurs, il y en a toujours eu en marge des manifestations. Ce n'est pas nouveau. Mais là, on les connaît, Yasser. On sait qui sont ces casseurs. Pourquoi ils ne sont pas intervenus alors? Bah voilà, parce que je vous rappelle, je vous rafraîchis un peu la mémoire. Vendredi soir, on nous parlait de l'arrivée de 1500 personnes qui souhaitaient en découdre. Ils étaient au courant. Exactement. Donc ils savent qui c'est, ils savent qui sont les Black Blocs. Mais quand on a en plus on les a laissés rentrer sciemment sur les Champs-Élysées pour casser. On les a laissés rentrer sciemment quand c'est même l'UNSA. On parle pas d'un syndicat d'extrême gauche. Quand on a UNSA Police. Une question, hein. Non, ouais. Quand on a UNSA Police qui dénonce le fait d'avoir donné l'ordre de ne pas intervenir et de laisser faire les casseurs, c'est qu'il y avait une volonté politique derrière pour récupérer la casse sur les Champs-Élysées et en faire un argument politique. L'autre point d'ailleurs, c'est que le Fouquet's, selon ce qu'on a pu voir, n'a pas été brûlé par les manifestants, mais par les tirs des policiers. Les différentes grenades lacrymogènes ont incendié la terrasse et là ça a pris feu. Et en plus, bon, le Fouquet's ce n'est pas la République. Non, le Fouquet's ce n'est pas la République, mais quand même, on peut regretter quand même le saccage de ces magasins. C'est stupide, la violence, ça n'a jamais rien résolu. Non. On regrette tout saccage et toute destruction de propriété. Par contre, on ne peut pas se taire devant une récupération politique d'une crise au sein même du gouvernement et l'échec d'un gouvernement qui poursuit mordicus une politique socio-économique qui va droit dans le mur. Personne n'en veut. Il n'y a que lui qui la pousse. Et à un moment, il faut poser la question, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne répond pas aux Gilets jaunes ? Et en plus, le débat, soi-disant, le grand débat qui a eu lieu, a été un échec total. 01 40 33 9000, on a Ali qui nous appelle, lui, de Marseille. Bonjour Ali. Oui, bonjour Christophe, bonjour aux invités, bonjour à Yasser Louati. Voilà, moi je voulais donner mon point de vue en tant qu'ancien militaire. Donc très intéressant, absolument. Et je voulais vous dire en fait, donc c'est le débat depuis ce matin concernant donc l'annonce que les militaires allaient intervenir. Alors mon point de vue, c'est que les militaires n'interviennent en rien du tout. Ça restera toujours de la garde statique concernant des bâtiments. Donc ils n'auront pas du tout à se confronter à des gilets jaunes, à moins que les Black Blocs les provoquent, et là ils seraient en légitime défense pour défendre un bâtiment. Mais jamais de la vie, un militaire n'interviendra dans un truc d'une démocratie en plein, en affrontement avec le civil. Donc j'ai une question quand même. Beaucoup de choses. Oui, Yasser, une question. J'ai une question quand même. En fait, ce que vous dites, c'est intéressant. Veut dire, mais dans ce cas-là, s'il y a confrontation physique entre des manifestants d'un côté et les militaires de l'autre. D'accord, mais alors moi je vous répondrai honnêtement et sincèrement en tant qu'ancien militaire, étant musulman, étant avec tout le racisme qui se passe, qui existe, étant avec tout le vécu que j'ai eu dans l'armée, on défend un bâtiment. C'est comme vous, d'ailleurs je vous retourne la question, si on essaie de pénétrer chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous défendez? Non, en fait, c'est que là, non, en fait, ce qui pose problème, c'est que là,
sur un territoire où il n'y a que des civils, c'est la police ou la gendarmerie qui interviennent. Là, ma question, c'était, bon, vous êtes ancien militaire et je fais confiance à votre expertise. Si maintenant des militaires se retrouvent en confrontation directe avec les manifestants, est-ce que les militaires eux-mêmes pourraient être amenés, enfin, je sais pas, à commettre la bavure, c'est ça. À commettre la bavure, à sortir une arme, à s'en servir. Mais on va rester dans la logique, ça restera de la défense du bâtiment. Mais oui, c'est très fort probable qu'il y ait une bavure, oui. Parce que, en fait, Ali, pas une bavure, mais plutôt la défense d'un bâtiment. Ali, contrairement à un policier dans lequel c'est son boulot. Oui, Ali, vous avez raison. Les policiers sont formés pour faire du maintien de l'ordre. Vous avez raison. Mais l'hypothèse qui n'est pas à exclure que vient de soulever Yasser, c'est-à-dire que vous avez effectivement ces militaires qui vont être déployés pour assurer la sécurité des bâtiments ce samedi pour l'acte 19. Oui. S'il y a effectivement confrontation, c'est-à-dire des black blocs ou d'autres personnes qui souhaitent, de gilets jaunes, mais bon, on attribue ça plus au black bloc pour ce qui est de la casse, et n'ayons pas peur de le dire. Je crois qu'à un moment il faut dire les choses. Et si donc ces fameux black blocs viennent pour essayer d'en découdre avec les soldats de l'opération Sentinelle, l'armée, c'est pas la police, elle va se défendre, elle va tirer. La bavure, bavure dans le sens où il suffit qu'il y ait, j'allais dire, malheureusement, et j'espère en tout cas qu'on se trompe, qu'il y ait un souci de cet ordre-là, et là c'est une inflammation totale. C'est un risque prend. Alors je suis d'accord, d'accord, et donc des bavures, il risque d'y en avoir si jamais confrontation, mais le problème il est aussi que aux manifestants, donc soit gilets jaunes, pacifistes ou pas pacifistes, de ne pas essayer de pénétrer un bâtiment. Ouais, mais ça suffit pas, Ali. On va dire un bâtiment républicain ou un bâtiment qui représente la démocratie ou la France. C'est un risque à prendre. Dans ces cas-là, il se frotte automatiquement. C'est comme si je vous disais, je pénètre dans une maison. Bon, mais Mehdi Chebaiki, je crois que tu voulais intervenir. Oui, voilà, justement, là, on touche un peu toutes les limites du recours à l'armée. Comme nous le dit Ali, c'est aux manifestants de pas rentrer dans le bâtiment. Mais justement, les manifestations sont là pour transgresser les lois. Enfin, les manifestants, les casseurs qui sont là pour transgresser les lois. Donc, s'ils voient des militaires garder un bâtiment et qu'ils ont envie de rentrer dedans, je pense pas qu'ils vont être pris d'une émotion civique pour dire non, là, on va pas y rentrer. Bien sûr qu'ils vont y aller. Maintenant, selon moi, enfin, j'ose espérer, le gouvernement va désarmer les militaires qui vont faire des opérations de maintien de l'ordre. On est quand même d'accord. Ils vont pas faire de l'opération de maintien de l'ordre avec du fusil d'assaut. Je me demande d'ailleurs qu'est-ce qu'on va leur mettre dans les mains, ces militaires, parce que ça c'est encore une autre question. Est-ce qu'ils ont les boucliers nécessaires? Est-ce qu'ils ont, je sais pas moi, du gaz lacrymogène, enfin ce genre de choses, des armes non létales qui correspondent au maintien de l'ordre? J'en ai pas l'impression. Allez. Allez, alors je vous réponds honnêtement, ce sera comme tous les fonctionnaires, donc représentants de la loi plus ou moins, que ce soit la police ou l'armée, manque de moyens et on leur donnera des petites grenades, mais le seul truc qu'ils auront pour se défendre, ce sera une arme donc pour tuer, et malheureusement donc il risque d'y avoir des bavures, mais en même temps, comme les Vigipirates qu'on a fait, c'est des trucs qui sont pas avec chargeur, ni engagés, ni rien du tout. Donc ils se feront massacrer, malheureusement, les militaires. Et ça s'arrêtera là. Merci Ali. Merci Ali en tout cas pour votre analyse et votre expertise en tant qu'ancien militaire. Merci beaucoup du côté de Marseille, bien sûr. 01 40 33 9000. On voit que c'est vraiment une décision qui est extrêmement, j'allais dire, critique que prend le président de la République aujourd'hui. C'est un symbole quand même, messieurs. C'est l'armée quand même. On parle bien de l'armée. Mais tant qu'on connaîtra pas les modalités d'utilisation des forces militaires, c'est symbolique. Mehdi, oui, non, moi j'attends pas de connaître ça, moi. Moi, le symbole qui est que l'armée soit déployée pour assurer la sécurité des bâtiments, on a l'impression qu'on est dans un pays en guerre, hein, Mehdi. L'armée, elle est là pour faire la guerre, elle est pas là pour faire du maintien de l'ordre. Hein. Ah, mais moi je suis entièrement d'accord avec cela. Hein. Mais je dis simplement que pour analyser ce qui va se passer, il faut savoir comment les forces vont être utilisées. Après, sur le principe, le symbole de dire que voilà, on engage les forces militaires dans du maintien de l'ordre, dans des opérations de police, comme l'a rappelé Yasser Louati, il me semble que depuis l'Algérie, ça ne s'est pas fait, de mémoire.
Oui, alors on va en reparler dans un instant si vous voulez bien, parce que c'est tellement un sujet qui passionne, bien sûr, que cette décision qui peut avoir des conséquences dramatiques qu'a prise donc le président de la République avec on l'écoutera d'ailleurs dans le zapping. Ça a été un moment de crispation avec Mélenchon et Bayrou qui se sont affrontés hier, et il n'a pas fait de l'humour centriste, le Bayrou hier, hein. C'est ce qu'on verra avec Abdeslam d'ailleurs, qui vient d'arriver, qu'on salue, Abdeslam Itache. Donc dans un instant on est de retour avec vous. 01 40 33 9000, prenez la parole, parce que c'est vraiment l'émission qui vous la donne, cette parole justement, tant recherchée, tant appréciée. C'est France Maghreb 2. Voilà, il n'y a pas d'autre adresse, c'est là que ça se passe tous les jours, 16h-18h. On est là avec la fine équipe du LGF pour vous accueillir, discuter, échanger, dialoguer. Le LGF, le grand forum, jusqu'à 18h avec Mehdi Chebaiki, notre lyonnais préféré, avec monsieur aussi Abdeslam Itache. Comment ça va, mon Abdeslam? Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs, auditrices. Mehdi, bonjour Mehdi, voilà. bonjour Yasser. Voilà. Yasser Louati également. Alors nous parlons depuis tout à l'heure, Abdeslam, et suite à cette question que nous posons aujourd'hui, question à la une, considérant les gilets jaunes comme des émeutiers, le gouvernement va donc déployer les soldats de l'opération Sentinelle pour encadrer les manifestations de l'acte 19 ce samedi. Ce dispositif, Abdeslam, est-il proportionné selon toi? Alors, en tout cas, le dispositif de la semaine dernière ne semblait pas proportionné. Ça c'est clair, oui. Bon, moi j'ai qu'une crainte. Le principe de déshabiller Pierre pour habiller Paul me pose problème. Lorsque l'on a des mosquées qui sont attaquées, telles que l'on a vu en Nouvelle-Zélande, et on a bien vu que le terrorisme était un phénomène mondial, que l'on pourrait voir revenir, ou alors toujours existant en France, ça veut dire qu'on a des gares, des aéroports qui seraient peut-être moins protégés, sous prétexte que ces agents qui en principe sont formés pour un type d'intervention bien particulier, notamment, et je pense essentiellement sur tout l'aspect terroriste, se retrouvent dans une manifestation dans laquelle peut-être que n'ont pas envie à laquelle ils n'ont pas envie de participer. Donc moi ça me pose problème. Ensuite, ce sont des militaires. On n'est pas en état de guerre. Voilà, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure avec Mehdi Yasser et notre auditeur ancien militaire Ali qui a témoigné. On est avec Kamel qui nous appelle d'Argenteuil. Bonsoir Kamel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors qu'est-ce que ça vous évoque? Est-ce que c'est proportionné cette annonce-là? Non, c'est pas. Enfin, c'est proportionnel. Je pense que ça doit être proportionnel à ce qui se passe au sommet de l'État. En fait, là, c'est tout simple. S'ils parlent de militaires, c'est qu'ils ont bel et bien compris que tout ce qui était police, du coup, ils en ont marre et qu'ils veulent plus justement, ils veulent plus entre guillemets conserver l'ordre public les samedis. Et que maintenant, ils se retournent contre le ministère de la Défense pour avoir de nouveaux hommes un peu plus frais et tout ça. Mais malheureusement, quand on voit les sentinelles, quand on les voit, quand on voit leur tête, on imagine quel âge ils ont. On sait que ces gens-là, déjà, si vraiment ils vont sur le terrain en guerre face à l'ennemi, entre nous, je pense fortement qu'ils vont pas faire l'affaire. Et alors, imagine-toi dans une guérilla urbaine. C'est impossible, quoi. Je veux dire, le gars, il est dans sa campagne, pour sauver sa croûte, il est obligé de s'engager dans l'armée, parce qu'il en rêve depuis étant tout petit. Et puis, que le gars, il sait même pas charger un chargeur, il sait même pas, entre parenthèses, nettoyer une arme. Et tu crois que tu vas l'envoyer en guerre, ce minot-là? C'est pas possible. Alors imagine-toi dans une guérilla urbaine. Il y a des gaz lacrymogènes, et puis tu vois les mecs qui sont. Alors je sais pas, Kamel, j'ai pas l'impression, mais je pense que les militaires sont super formés pour en tout cas nettoyer une arme, s'en servir, etc. Kamel, faut être sérieux là. On parle de militaires, là, on parle pas des. Moi, de militaires, moi je parle de sentinelles. Moi je les vois. Ouais. Ça m'arrive de me balader, donc je les vois. Je vois. Ils sont censés quand même nous protéger contre le terrorisme, donc s'ils ont face à eux des terroristes, ils sont lourdement armés d'ailleurs justement. Mais oui, c'est pour ça que justement il y a des entre guillemets terroristes qui arrivent à les désarmer dans des aéroports. Ou ailleurs. Les gars, tu les vois quand ils marchent, tu sais, quand ils sont en triangle, donc c'est pas pour rien qu'ils sont en triangle. Les gars, ils sont je veux dire, ils sont en ligne droite. C'est pas s'ils sont en triangle, c'est qu'il y a une raison derrière au niveau stratégie. Et ils respectent jamais ça, tu vois ce que je veux dire. Et après, faut connaître un petit peu dans tout ça.
Mais entre nous, tu me parles de commandos, tu me parles de certains escadrons, certaines compagnies, oui, je te dis, ouais, il n'y a pas de problème. Mais quand tu me parles de sentinelles, entre nous, moi, je me sens plus en danger avec ces gens-là. À savoir que moi, s'il y a un terroriste qui se pointe et qu'il ait des armes, je sais qu'on va tous y passer. Merci Kamel pour votre témoignage. Il y a juste un truc intéressant. Oui. Attends, Abdeslam. Ouais. Il y a juste un truc intéressant, c'est que finalement, dans ce que je comprends, dans ce que dit Kamel, c'est qu'on est en train de filer la patate chaude, en fait, d'un ministère à un autre. On passe de l'intérieur à la défense, qui est lui chargé de prendre en charge les militaires. C'est-à-dire, s'il se passe quelque chose, Castaner, je me lave les mains, c'est pas moi, c'est Florence Parly. Ouais. Alors, c'est un peu ça que ça ressemble, non? Non, mais je sais pas, moi je vous pose des questions, les gars, à vous de répondre, hein. Non, parce que l'autorité sera toujours civile, même si on engage des forces militaires pour des opérations de police, l'autorité reste l'autorité civile, donc le ministère de l'Intérieur, quoi qu'il arrive. Ouais. Abdeslam. Alors, moi je voulais répondre à l'auditeur. Concernant les militaires, ils savent très bien se démonter une arme, remonter une arme, s'en servir, et ils savent aussi s'empêcher de s'en servir. Et on le voit bien dans les conflits armés, lorsque certains militaires de l'ONU sont là en position d'observateur et qu'ils ont pour consigne de ne pas intervenir et assister à des massacres sous leurs yeux, sans la capacité, enfin en tout cas sans l'autorisation d'intervenir, je peux dire qu'ils savent se retenir. Maintenant, ces mêmes militaires à qui on a appris l'amour de la patrie, de la nation, du drapeau et je vous en passe, se retrouver en France avec des concitoyens en face d'eux, avec le risque de tirer, c'est quand même quelque chose de compliqué lorsque l'on est dévoué à sa nation. Ensuite, le militaire, il défend l'intérêt de la France. Mais je pense que là, il s'agit surtout de défendre l'intérêt du gouvernement. Donc là, pour le coup, il est plus au service de la France, mais au service d'un gouvernement aux abois. Ouais, c'est un peu ça que ça ressemble, effectivement. Kamel de Montreuil, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voulais saluer la qualité des intervenants. Surtout le monsieur de Lyon, là, je sais pas comment il s'appelle. Mehdi Chebaki. C'est enchanté, c'est très pertinent, cher monsieur. Merci beaucoup d'intervenir sur la radio. Merci, Kamel. Bon, après les fleurs, qu'est-ce qui se passe? Déjà, l'armée française, elle fait de l'ingérence à l'international, dans un premier temps. Les soldes des militaires ne sont pas payés. Et là, ils vont s'attaquer à la population, aux citoyens, là, je pense que le gouvernement, là, c'est une bêtise. Il fait n'importe quoi, là. Merci mon Kamel de Montreuil en tout cas d'avoir pris le temps de nous appeler 01 40 33 9000, quoi qu'il en soit messieurs. Que penser donc de la mobilisation de militaires pour dissuader les gilets jaunes d'atteindre entre autres les lieux sensibles du gouvernement? S'il fallait d'autres signes d'ailleurs de nervosité du gouvernement en ce moment, le Premier ministre Édouard Philippe, sachez qu'il a annulé son voyage en Guyane, prévu pour ce samedi d'ailleurs, en cause des questions d'ordre public posées par le mouvement des gilets jaunes. Et puis sachez que le même Édouard Philippe d'ailleurs a refusé et a boycotté la séance de questions au gouvernement cet après-midi au Sénat, fait rare, hein. Et peut-être pour réparer l'affront de Macron qui est parti au ski pour l'acte 18, vous vous en souvenez, ça avait fait un peu débattre tout ça. Et suite aux violences donc sur les Champs-Élysées à Paris le week-end dernier, le gouvernement va interdire, je cite, dans un périmètre défini, les manifestations de gilets jaunes ce samedi à Nice. Une interdiction à la demande du maire Christian Estrosi. Il s'est prononcé à demander. Alors on verra pourquoi tout à l'heure, parce qu'il y a une raison évidemment pour qu'il ait demandé Christian Estrosi cette fameuse interdiction. C'est parce qu'il y a le président chinois qui va être reçu par Emmanuel Macron à Nice ce dimanche. Voilà, tout simplement, tout s'explique. Donc Estrosi il a dit on va pas prendre de risques, personne dans les parages, circuler, rien à voir. Est-ce qu'il est possible, concrètement, messieurs, d'interdire des manifestations de gilets jaunes, ne serait-ce que sur les Champs-Élysées, si les mecs ils ont envie de venir en groupe, comment on fait pour les en empêcher? Yasser, au lieu d'écrire. Réponds à mes questions alors si tu m'écoutes. Je te disais, comment fait-on pour interdire les manifestants qui souhaitent venir et se rendre quand même, parce qu'il y en a qui l'ont dit sur les réseaux sociaux, tous l'ont dit, on va venir sur les Champs-Élysées bon et magré. Donc on viendra. Comment fait-on si on a au parallèle demandé une interdiction? Est-ce qu'il n'y a pas de manifestation sur les gilets jaunes? C'est quoi? C'est un affrontement c'est là, à coup sûr. Je pense que le gouvernement veut aller au clash. On sait très bien qu'on peut pas légiférer contre les intentions des gens, surtout qu'il y a eu une mobilisation qui dure depuis 18 semaines. Ce n'est pas rien. Et encore une fois, pour moi, le fait d'avoir interdit, bien sûr, il y a un sentiment de surpuissance. On l'a vu avec l'état d'urgence et la batterie de loi liberticide
infanticides qui ont été passés au fil des ans. Et on a l'impression que on vous a prévenu, on vous a interdit de manifester, et quoi que vous fassiez, vous irez en confrontation avec les forces de l'ordre et maintenant avec les militaires. Maintenant, pour moi, c'est vraiment un aveu soit d'échec d'un côté ou d'une preuve d'irresponsabilité de l'autre. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne répond pas politiquement aux demandes des Gilets jaunes? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il a voulu les faire taire avec une première intervention qui a été désastreuse, un grand débat qui l'a été tout autant, et aujourd'hui maintenant, on veut faire croire que, en intimant l'ordre de ne pas manifester, ces personnes-là vont s'arrêter. On parle à des personnes qui, justement, il y a les Gilets jaunes, c'est devenu un mouvement. Les gens maintenant s'identifient à ce mouvement-là, et le fait qu'il y ait une défiance qui provienne de l'État n'annonce rien de bon. Mais moi, la question que je vous pose, messieurs, Mehdi, c'est jusqu'alors les Gilets jaunes n'ont jamais été pour aller justement vers ces bâtiments dits sensibles, n'ont jamais essayé de rentrer par exemple à l'Elysée ou quoi au caisse. Est-ce que c'était vraiment nécessaire que de déployer des soldats de sentinelles pour sécuriser les bâtiments? Le problème se situe pas au niveau des bâtiments, ça s'est situé sur l'avenue des Champs-Élysées. C'est les commerçants qui ont été impactés, c'est pas les palais de la République. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi avoir pris cette décision? De quels gilets jaunes parle-t-on? Est-ce qu'on parle encore des gilets jaunes des premiers actes, donc travailleurs pauvres, retraités, personnes en difficulté financière ou sociale, ou est-ce qu'on parle de groupes organisés qui veulent en découdre avec une idéologie pour certains d'entre eux, avec des objectifs pour certains d'entre eux, avec des armes, c'est pas des armes, on parle pas d'armes à feu par exemple, mais avec des armes dans les poches en tout cas pour certains d'entre eux. On n'est plus du tout dans la même configuration, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui le gouvernement peut se permettre, avec une partie de l'appui des Français, y compris ceux qui soutiennent les Gilets jaunes d'ailleurs, de faire appel à l'armée, parce que ce qui se passe depuis 15 jours, 3 semaines à Paris, ça n'a plus rien à voir avec les débuts. On n'est plus dans la joyeuse fête et l'empêchement de tourner en rond, les revendications sociales, un peu disparates certes, mais bon, partagées quand même. T'as oublié l'acte 4, hein, le 8 décembre, ça a été le 1er décembre, ça a été le parfait bordel. Hein. Mehdi, t'oublies quand même que la répression a été brutale dès le début. C'est en fait la crispation s'est faite avec la réaction de l'État. Yasser, je parle de l'utilisation de l'armée. Je parle pas de répression brutale. Hein. Oui, il y a eu répression brutale dès le début. Oui, il y a eu des personnes blessées dès le début. Oui. Je parle d'aujourd'hui, l'utilisation de l'armée. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de violence, sachez que Zineb Redouane, qui est décédée donc à Marseille, Castaner a affirmé à la radio qu'elle était morte suite à un problème au poste opératoire. C'est-à-dire qu'il dédouane complètement la police. Comme toujours. Voilà. Comme toujours, et c'est en plus une insulte faite à sa famille et à ses proches, et un mépris total vis-à-vis des victimes innocentes de la violence policière en France. Alors, l'opération, évidemment, de samedi dernier, peut-être, encore une fois, on est dans on spécule, mais visait peut-être à essayer de retourner l'opinion publique face justement à ces manifestations des Gilets jaunes. Alors, est-ce que ça a marché? Eh bien, plus de la moitié des Français continuent de soutenir leur mouvement, mais ce chiffre est en forte baisse, messieurs. Hein. D'autant qu'une grande majorité de l'opinion condamne fermement les dégradations. C'est ce que révèle un sondage publié par l'Institut ELAB. Je propose d'écouter d'ailleurs son directeur, Bernard Sananès, qui s'en explique. L'intensité des violences, leur répétition, leurs conséquences entraînent clairement une réaction forte de l'opinion. Plus forte même que celle que nous avions mesurée au moment, vous en souvenez, début décembre, des événements de l'Arc de Triomphe. On a 84% des Français, donc une très large majorité, une très forte majorité de Français qui condamnent ces violences, au moment où pourtant les revendications initiales du mouvement, et notamment le pouvoir d'achat, restent très en tête des priorités des Français. Donc les causes de la souffrance sociale n'ont pas reflué, malgré les annonces du gouvernement. On le voit bien, le mouvement garde une approbation légèrement majoritaire, mais qui est quand même significative, 53%. En revanche, les Français ont mis à distance les mobilisations, et notamment les mouvements du samedi, parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans cette forme d'expression. Donc on peut dire que l'opération, si tant est que ça en soit une, a plutôt bien marché, d'après ce que nous dit Bernard Sananès, directeur de l'Institut ELAB, et au travers de ce sondage. 53% des Français soutiennent toujours les Gilets jaunes, mais 84% condamnent la violence. C'est le but recherché par le gouvernement, Yasser. Ça, c'est un fait.
Exactement, oui, exactement. C'est qu'en fait, la violence dès le départ a été rendue légitime par une répression qui a été déjà décidée. À aucun moment on a voulu accepter leurs demandes comme légitimes, et donc on s'est dit, vos demandes sont illégitimes, vous serez réprimés, plus de répression veut dire encore plus de violence, et donc maintenant on est en plein dans un cercle vicieux. Maintenant on a vraiment, sincèrement, il faut pas minimiser le fait qu'on ait fait appel à l'armée. Le symbole est extrêmement fort. Voilà, c'est le symbole qui est fort. C'est dire que les militaires soient armés ou non, ou qu'ils doivent, c'est extrêmement fort d'avoir mobilisé l'armée face à un mouvement social. Alors, on continue d'en parler évidemment. Vous répondez à cette question que l'on vous pose aujourd'hui à propos de ce dispositif employé, cette décision prise sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, place au zapping. Et Abdeslam, tu vas être content, il y a du Bayrou dans le zapping aujourd'hui. Je prends. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Alors, dans ce zapping, messieurs, il y a du bon aujourd'hui. Vous allez être gâtés. Et tiens, je vais commencer par Ségolène Royal, qui était l'invitée d'RTL ce matin, qui n'hésite pas à dire qu'elle est favorable à ce qu'il y ait l'opération Sentinelle, à ce qu'il y ait des soldats de Sentinelle qui soient déployés pour l'acte 19. Et elle se dit même, d'ailleurs, elle se demande pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt. C'est ce qu'elle a dit ce matin sur RTL, au micro d'Yves Calvi. Il faut cesser la violence, parce que la violence va se retourner, et se retourne déjà contre eux, le bien fondé des demandes, des aspirations initiales des Gilets jaunes. Les militaires de la mission antiterroriste Sentinelle seront mobilisés samedi prochain pour la protection des sites sensibles. Les mesures prises vous semblent-elles à la hauteur de l'échec initial, et la présence des militaires vous semble-t-elle logique? J'ai vu que ça soulève une polémique, oui, la présence des militaires. Je vais vous faire un aveu, je me suis demandé pourquoi ça n'avait pas été fait plus tôt. Alors pourquoi, Yasser, ça n'a pas été fait plus tôt? C'est ce que pose comme question Ségolène Royal. Parce que Ségolène Royal, sincèrement, est une personne qui est creuse, qui n'a jamais rien apporté au débat public, elle n'a jamais eu des propositions politiques concrètes, on ne sait pas ce qu'elle fait en politique, toute sa vie elle a surfé de mandat en mandat et qu'elle ne sert absolument à rien. Ce qui me sied dire que c'est la personne fait partie Non, c'est une personne qui a fait partie du paysage politique depuis maintenant 25 ans, qu'a-t-elle accompli? Rien. D'accord? Donc maintenant de dire que les militaires déployé face à un mouvement social aurait dû être fait plus tôt, on veut dire, là, les proportions, on entend des choses abyssales. Elle ne sait pas ce que ça veut dire de déployer une armée face à un mouvement social. Elle n'a pas saisi la symbolique, quoi. Mais je sais même pas si elle pense à la symbolique. En même temps, faut pas oublier ce qu'elle a dit par rapport à ces gamins, ces lycéens de Mantes-la-Jolie. Ça leur fera un souvenir. Mais je veux dire, dans quel monde vit-elle? Dans quel monde vit-elle? Ouais. Mehdi. Oui, Marie-Antoinette, oui. Ouais. Abdeslam, ta copine Ségolène. Bon, je vais m'interdire d'être aussi méchant que Yasser, même si j'en ai sous le pied par rapport à Ségolène Royal, qui est là depuis très très longtemps, puisqu'elle était déjà conseillère de François Mitterrand à l'époque où il était président de la République. Et elle l'avait supplié, tu te rappelles, s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, sur la marche de l'égalité, elle était aussi dans les manœuvres, donc à expliquer aux conseillers ce qu'il fallait absolument qu'ils disent devant le président de la République. Et n'oublions pas, excuse-moi, mais n'oublions pas le pire de ces méfaits, avoir réussi à faire interdire le club Dorothée. Ah, ça c'est grave. Ça c'est très grave. Ça je suis impardonnable. Je suis d'accord. C'est impardonnable. C'est horrible. Mais pour aller au bout de mon propos, oui, si tu permets, alors elle est d'une famille de militaires, fille de militaire. Ah bah ça s'explique. Voilà. Sœur d'un militaire. D'ailleurs, son frère est tristement célèbre puisque il est le commandant qui a fait couler le Rainbow Warrior. Donc, bah voilà. Tout s'explique. Merci pour l'éclairage. Bah voilà. Donc voilà, elle est d'une culture martiale et en effet, c'est pas le premier écart qu'elle fait. Donc des écarts, il y en a quand même en ce moment dans les médias et on n'est plus à l'abri. En tout cas, est-ce que vous connaissez une certaine Marie-Laure Aurel? Bon, non. Elle est, je crois, députée En Marche de Paris. Eh bien, sachez que Marie-Laure Aurel, de La République En Marche, a été invitée sur CNews dans l'émission Laurence Ferrari. Et il y a eu un petit clash, et pour cause, avec Clément Viktorovitch, parce que cette dernière n'hésite pas à associer Gilets jaunes, casseurs au terrorisme. Écoutez cet échange. Le dispositif Sentinelle, c'est bien l'armée
et c'est une armée mobilisée contre les terroristes. Ce n'est pas anodin. Cela fait des mois que l'on entend progressivement des opposants politiques être traités comme des ennemis de l'intérieur, être plus ou moins assimilés à des terroristes, être plus ou moins finalement bannis de leur statut de citoyen appartenant à la nation. Le fait de dire on mobilise Sentinelle pour l'acte des Gilets jaunes le samedi prochain, ce n'est pas anodin. Le Grand dit justement que les actes commis ne sont pas des actes de terrorisme, alors qu'à mon sens, ça l'est. La définition du terrorisme, c'est un ensemble d'actes et d'actes violents qui a pour but de créer un climat de sécurité, soit pour faire... oui, je vois Clément Viktorovitch a déjà envie de répondre. Mais non, allez-y Marie-Laure Harel, allez-y. Soit dans le but... le but, c'est des actes de violence qui ont pour but de créer un climat d'insécurité, de faire du chantage sur un gouvernement ou de manifester de la haine à une communauté ou à un pays. Donc je suis désolée, les actes que commettent les casseurs, ce sont des actes terroristes. Cette émission est passionnante, elle nous aura au moins permis de faire une chose, c'est de passer encore 1 degré dans les outrages verbaux qui viennent désormais de la République en marche. Les outrages verbaux qui viennent de la République en marche, c'est-à-dire que depuis le début du mouvement, on avait les gilets jaunes qui étaient la peste brune, les factieux, les séditieux, et là on a Marie-Laure Harel. Je n'ai pas dit que c'était les gilets jaunes, alors ne déformez pas mes propos s'il vous plaît. Madame Harel, vous avez suffisamment protesté quand on vous interrompait pour laisser les gens parler. Parce qu'on déforme mes propos. Vous avez suffisamment. Mais Julien, vous avez dit, je vous cite, la casse, c'est du terrorisme. Alors, Madame Harel, savez-vous, je parle même pas de terrorisme. Ça, vous porterez la responsabilité de cette phrase. Simplement, la violence. Connaissez-vous, Madame, la définition de la violence en droit? En droit, la violence se définit comme s'exerçant à l'égard de personnes. La casse et quand on met le feu à des immeubles avec des gens à l'intérieur, Madame, quand on tabasse des policiers, c'est pas des personnes. Vous pouvez laisser parler? Madame, la casse, en droit, c'est de la dégradation de biens. C'est pas de la violence. Je ne suis pas en train de la justifier. Je suis pas en train de dire que c'est bien. Je suis pas en train de dire qu'on peut le tolérer. Je suis en train de dire que faire le parallèle entre de la dégradation de biens qu'ils exercent à l'égard de magasins qui sont assurés, ça n'a absolument rien à voir avec le terrorisme. Absolument rien à voir. C'est un outrage tellement grave qu'il n'y a même presque pas besoin de le réfuter. C'est-à-dire que vous vous ridiculisez toute seule, madame. Voilà pour cet échange avec Clément Viktorovitch et donc cette Marie-Laure Harel donc de la République en marche qui associe clairement, si vous l'avez compris comme moi, hein, casseurs, gilets jaunes au terrorisme. C'est du terrorisme, Yasser Louti? Bon, non, franchement, faut pas me chauffer là-dessus, quoi. Bah, si je te chauffe, je te pose la question, moi. Non, mais je veux dire, sincèrement, les députés de la République en marche sont vraiment des têtes à claques. Ils sont insupportables, ils sont déjà intellectuellement, ils sont creux, et ils sont là à tout redéfinir pour que ça leur convienne. Comment est-ce qu'on peut dire que les actes de manifestation, même s'il y a de la casse, même si ce sont des émeutes, en quoi est-ce qu'on peut dire que ce sont des attentats terroristes? Les attentats terroristes se définissent comme de la violence politique vis-à-vis de civils. Là, et maintenant, quand on a la police qui tabasse des manifestants, est-ce que c'est du terrorisme aussi? Est-ce que quand des personnes ont été éborgnées, ont été mutilées, des personnes ont été tuées à cause de l'intervention des forces de l'ordre, est-ce que c'est aussi du terrorisme? On peut continuer sur ce jeu-là. Et malheureusement, il n'y a personne pour arrêter cette surenchère verbale de la part de la République en marche parce que sur le fond, il n'y a rien. Et donc, on a de la virulence d'un côté et de l'exagération de l'autre. Maintenant, encore une fois, que la République en marche prenne ses responsabilités. Vous avez parié sur le pourrissement du mouvement, or il perdure. Maintenant, c'est à vous d'assumer ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il s'agit un nouveau dérapage, Mehdi? Non, je pense non, c'est pas un dérapage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la République en marche et allez, pour revenir un peu en arrière, il y a quelques temps, Le Point, un journal que je tiens en haute estime, n'est-ce pas? Vous aurez compris l'ironie, avait titré avec la photo de Castanière et les gens de la République en marche, les stagiaires. Eh ben, c'est exactement ça. On est face à une nouvelle classe politique qui a bénéficié donc de l'arrivée au pouvoir de Macron, mais qui ne sait absolument pas ce que c'est que de diriger un pays, qui ne sait absolument pas ce que c'est que de prendre en compte une opinion publique, et qui pense que parce qu'ils ont été élus grâce à une vague de nouveautés électorales, ils pensent qu'ils peuvent se permettre de dire tout et n'importe quoi. J'aurais aimé que face à cette dame, on lui dise, écoutez, pourquoi pas, si vous associez de manière sémantique le terrorisme au mouvement et à la casse des Gilets jaunes, eh bien on peut tout aussi associer de manière sémantique la République en marche à un état policier, au vu des centaines, des milliers de vidéos où l'on voit des policiers français, et ça fait le tour du monde, où l'on voit des policiers français frapper des innocents, des vieux, des dames, des handicapés, les preuves sont présentes. Donc je trouve pas ça très sain que pour l'avenir de la France, s'entend, que des gens d'un si faible niveau se retrouvent à des postes de responsabilité. Abdeslam, tu partages l'avis de Mehdi Yasser? Alors oui, le problème c'est que
on voulait un renouvellement de paysage politique et on a été chercher les gens de la société civile qui n'ont aucune culture politique, qui n'ont même pas d'avis sur les choses. Et d'ailleurs, à ce propos, s'ils n'ont pas d'avis sur les choses, moi je les invite à écouter le Grand Forum. Ah, exactement, bien joué. Justement de se construire un avis qui est en phase avec la société. Oui, non, c'est du copier-coller. On leur dit, voilà la ligne de conduite, vous dites ça déboule sur un plateau, ça n'a jamais été dans les médias, ça dit 3 âneries et ça ressort. Voilà. Bon, dans un instant, tu vas être gâté, mon Abdeslam, parce que le Bayrou, il était en forme hier soir, pour le débat des 6 responsables des partis politiques invités à débattre sur BFM TV. Ils ont fait leur score d'audience de l'année. Enfin, je sais pas, j'ai pas regardé en même temps. Mais quoi qu'il en soit, ils ont bien débattu et ça a été chaud. Ça s'est bien taillé comme il se doit. Oui, Mehdi. Oui, juste une chose avant de basculer sur Bayrou, une dernière chose sur les gilets jaunes. J'invite nos auditeurs simplement à aller regarder le tract de Synergie Officier, donc un syndicat de police qui parle de cloportes, de hordes sauvages. C'est assez intéressant à voir ce qui se passe en interne au sein des syndicats de police et ce qu'ils donnent à leurs adhérents. Merci Mehdi. Dans un instant, donc le zapping et l'avis tranché de notre ami Yasser Louati. Alors c'est Chris Churst, droite et gauche responsable, c'est ça? Ouais, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio, évidemment jusque 18h avec 3 bonhommes aujourd'hui autour de cette table. Mehdi Chebaiki, bon il est pas vraiment avec nous mais il est un peu loin, et Yasser Louati bien sûr, et Abdeslam Itache sur France Maghreb 2. Pour ce Grand Forum, on va continuer notre zapping dans un instant et principalement vous faire écouter pour ceux et celles, et ils sont nombreux je pense à ne pas vouloir avoir regardé hier le grand débat prévu sur BFM TV. Séance de rattrapage dans un instant, les infos zappées, et puis on parlera de l'Algérie avec ce retournement de la France, à en croire les déclarations de Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères hier à l'Assemblée nationale. La France a-t-elle lâché Bouteflika? C'est la question qu'on se posera tout à l'heure ensemble et avec vous au 01 40 33 9000. Est-ce que notre ami Yasser, il est prêt? Dis-moi oui. Dis-moi 10 secondes. 10 secondes, oui. Non, pas de jingle, mais on comble, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Rappelez, évidemment. Alors tiens, j'ai vu un appel intéressant. Demain à 19h, devant toutes les mairies de France, les gens sont invités pour aller en solidarité avec les victimes de l'attentat islamophobe terroriste de la Nouvelle-Zélande. Demain à 19h. Et pour Paris, c'est Place de la République, donc demain à 19h. J'ai vu des signataires, notamment celui de Paris, les indigènes, etc. Enfin, voilà. Donc il y a beaucoup d'associations qui appellent à aller manifester demain leur solidarité à 19h. Et sans nul doute que notre ami Yasser va faire référence à ce qui s'est passé lundi soir, parce que il y avait un appel à aller justement se rassembler devant l'ambassade de la Nouvelle-Zélande. C'était à Paris, dans le 15e, si je ne m'abuse. Et puis il y avait des gens qui sont venus un peu se laver les mains, des petites larmes de crocodile, notamment des organisations que vous connaissez fort bien, le Printemps républicain, la LICRA et compagnie, qui ne cessent d'appuyer là où ça fait mal, de tenir des propos islamophobes, etc. et qui sont venus lundi soir, c'est un peu se laver les mains, effectivement. Et toi Yasser, tu es parti, un peu seul d'ailleurs, faut le regretter. Il n'y avait personne? Oui, en fait, en découvrant leur appel pour un rassemblement devant l'ambassade de Nouvelle-Zélande, donc je me suis dit, il est hors de question qu'ils viennent se laver les mains, parce que je connais très bien leur procédé. C'est que toute l'année, ils alimentent ces polémiques islamophobes à longueur d'année. Enfin, cette année, ça a été pire que l'année d'avant, qui est pire que celle d'avant, encore une fois. Et donc, les mêmes organes qui sont du type l'ICRA, Printemps républicain, Comité Laïcité République, le Grand Orient de France, l'American Jewish Committee, etc., se sont tous rassemblés pour dire, on va rendre hommage aux victimes. Mais vos idées, elles ont des portées politiques, et cette portée politique se transmet dans la vie réelle. Et lorsqu'une personne depuis l'Australie vient en France pour mûrir un attentat ciblant des musulmans, vous avez votre responsabilité. Et donc, il était hors de question que je les laisse. Et donc, j'y étais. Malheureusement, j'avais lancé l'appel à toutes les organisations de lutte contre l'islamophobie. Il faut le dire, ça c'est important. Non, c'est important. Et encore une fois, j'ai fait une chronique il y a 2 semaines qui a fait jaser. Je dis encore une fois, j'ai lancé un appel, personne ne l'a relayé et personne n'est venu. Donc, il y a un moment, c'est bien beau d'écrire des tribunes et de faire des conférences entre soi pour applaudir et rentrer chez soi, mais c'est aussi une immense responsabilité de ne pas laisser un boulevard au Printemps républicain et à Laurent Bouvet ou Jacobovis pour... Tu l'as regardé droit dans les yeux, lui. Droit dans les yeux, et il s'est caché derrière. Et quand j'ai pris les paroles, il s'est enfui. Lui, ça clique.
C'est ça, vous dire, on peut avoir que du mépris pour ces gens-là. Ils sont vides intellectuellement et intérieurement, ils n'ont aucune dignité. Comment est-ce qu'on peut normaliser le racisme d'un côté et venir se laver les mains dès qu'il y a un attentat? Ouais, Mehdi, tu l'as vu la vidéo de Yasser? Ah. Oui, j'ai vu la vidéo, je l'ai même vu en direct et ça faisait plaisir de voir quelques gens, quelques personnes debout face à tous ces islamophobes réunis. Et j'ai un retour dans l'oreille là. Ouais, bah je sais pas moi ce qui se passe. Vas-y, hein, continue. D'accord. Non, ça faisait plaisir de voir Yasser comme d'habitude au front avec quelques personnes. Et il me semble qu'il y avait Hanan Zawani du Grand Forum. Hein, elle était là aussi. Hanan était là. Gamal Abina était là aussi. Voilà, Gamal Philippe était là aussi. Philippe Oriachi. Des gens. Tarek Mami, il était là aussi, hein, le président de la radio, il est parti. Tarek Mami, exactement, le président de la radio qui était là aussi. Donc on voit que face à, hélas, il y avait un petit comité, pas suffisant à mon goût, et face à eux, comme l'a dit Yasser, il y avait tout un tas de vautours, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, hein, qui venaient faire leur buzz, qui venaient s'acheter une dignité à peu de frais sur les corps encore chauds des attentats de Christchurch. Bon, alors on y va justement des attentats de Christchurch. On va en parler tout de suite dans la vie tranchée de notre ami Yasser Louati. On y va, c'est parti, jingle. Ouais. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Les attentats de Christchurch, droite et gauche, aussi bien responsables, Yasser Louati. Alors bien sûr, je rebondis sur l'événement de lundi dernier où je me suis retrouvé face à face avec la clique du Printemps républicain, de la LICRA, du Grand Orient de France, du Comité Laïcité République, et Laurent Bouvet et Jakubowicz et consorts, pour ne pas leur laisser un boulevard, parce que ces personnes-là, étaient venues se laver les mains sur le corps des victimes. Alors que les familles des 49 victimes des attaques terroristes anti-musulmanes contre deux mosquées dans la ville de Christchurch pleurent leurs proches et qu'elles sont enterrées au moment où nous parlons, de plus en plus d'informations sur les motivations de ces assassins sont rendues publiques. La France, déjà connue pour être le laboratoire mondial de l'islamophobie, a été sans grande surprise le pays dans lequel un des terroristes a mûri son attentat. Beaucoup ont pointé le grand remplacement imaginé par l'idéologue d'extrême droite Renaud Camus comme facteur de radicalisation ayant motivé les deux attentats. Il est certain que cette idée a joué un rôle déterminant, mais ce n'est pas tout. Pour commencer, le grand remplacement, ce seraient les populations non blanches qui seraient en train de remplacer les populations blanches en Europe. Bizarrement, il n'y a pas de théorie d'idée du grand remplacement. Lorsque la France colonisait, pillait, massacrait et violait tout ce qui n'était pas blanc. Bizarrement, encore une fois, l'esclavage et la colonisation qui ont ravagé l'Afrique, l'Asie ou les Amériques et durablement affecté leur démographie n'ont pas donné lieu à une théorie du grand remplacement. Non, là il s'agissait de civiliser. Mais lorsqu'on fait venir des populations par la voie la plus légale, tout à coup, le grand remplacement devient une idée qu'il faut confirmer à tout prix. Pour commencer, cette idée n'est pas une théorie, mais un fantasme reposant sur les peurs profondes d'une frange non négligeable des identitaires, conservateurs et sympathisants de l'extrême droite. Bien que corroborée par aucune étude sérieuse, ce qu'on appelle une théorie n'est qu'une idée fallacieuse censée donner une légitimité intellectuelle à une vision du monde dans lequel l'homme blanc ne s'inscrit que dans des rapports de domination, qu'il soit à son avantage ou à son détriment. Ainsi, l'homme blanc est soit dominant parce qu'il le mérite, soit dominé parce que les non-blancs échappent à sa domination. Impossible pour ceux qui adhèrent à cette idée d'imaginer un monde blanc dans lequel blanc et non-blanc seraient égaux. Pour faire simple, l'homme blanc est soit dominant, soit dominé, mais jamais l'égal d'un autre. Ce qui est curieux, c'est que les adhérents à l'idée du grand remplacement n'appellent pas à la fin des guerres françaises, à la fin du pillage de l'Afrique, du soutien aux dictatures qui servent les intérêts de la France, mais qui par leur despotisme poussent les populations locales à l'exil. Non, les porteurs de l'idée du grand remplacement veulent que les non-blancs partent, mais leur laissent la porte ouverte pour venir piller leur pays d'origine. Les croyants à l'idée du grand remplacement oublient souvent ce que Chirac confirmait dans un entretien il y a quelques années. Ouvrez les guillemets. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Fermez les guillemets. Malgré tout, cette idée a fait son chemin au point de devenir répandue dans le discours public et elle s'est tellement normalisée qu'elle a été relayée depuis des années dans la presse, à commencer par la presse publique d'un côté et la presse privée, elle-même lourdement subventionnée par les deniers publics de l'autre. Et de poursuivre, c'est Jacques Chirac, il faut rendre aux Africains ce que nous leur avons pris.
Ceci dit, la normalisation du fantasme du grand remplacement est telle que Renaud Camus a pu la répandre lui-même ou laisser d'autres le faire à sa place, comme Éric Zemmour, Philippe de Villiers, Michel Houellebecq ou la dynastie des Le Pen et même la gauche via Olivier Faure, secrétaire national du Parti socialiste, qui déclarait dans le plus grand calme, ouvrez les guillemets, il y a une crise identitaire. Il existe des endroits où le fait de ne pas être issu de l'immigration donne l'impression d'être dans une sorte de colonisation à l'envers. Rien que ça. Mais cette déclaration d'un homme politique de gauche n'est pas une surprise. Si l'extrême a son racisme biologique qui prône la supériorité d'une race envers les autres, c'est la droite a son racisme des valeurs qui prône la supériorité des valeurs chrétiennes sur le reste. La gauche, elle, a son racisme culturaliste et donc la supériorité d'une culture sur les autres. Ça peut paraître moins grave, mais ce racisme-là n'est pas moins dangereux. Cristallisé autour du concept fallacieux d'insécurité culturelle pondue et imaginé par un homme connu pour s'en prendre aux femmes plus que pour sa brillance intellectuelle, un certain Laurent Bouvet. Bien que de gauche, l'idée d'insécurité culturelle ne cache pas moins la justification d'une théorie du complot selon laquelle l'islamisation de la France serait une réalité cachée mais bien réelle. Mais à y regarder de plus près, l'insécurité culturelle de Laurent Bouvet est aussi fallacieuse que le concept de grand remplacement. Prenant ses sources dans des sondages érigés en vérité absolue, l'auteur confond insécurité et sentiment d'insécurité et fait le pont entre les idées d'extrême droite et ce qu'il appelle, entre guillemets, la gauche populaire, permettant à la première de décocher la case extrême droite pour avoir une assise à gauche et donc d'élargir son électorat. Aucune surprise donc si des personnes qui hier votaient à gauche votent aujourd'hui Front National ou Rassemblement National. Je ne m'attarderai pas pour démonter les peurs de Laurent Bouvet vis-à-vis des femmes et des minorités non blanches, mais je m'attarderai pour dénoncer la responsabilité de sa frange de la gauche et de l'extrême droite dans la banalisation du concept de suprématie blanche qui a motivé les attentats de Christchurch, mais aussi les attentats avortés pendant l'été 2018 et qui ciblaient eux aussi des personnes de confession musulmane. Avec la tribune permanente donnée à de telles idées sans aucune contradiction sérieuse, leur normalisation a alimenté les controverses anti-musulmanes régulières en France qui ont fait les gros titres de la presse. Les idéologues de la haine des musulmans ont le sang des victimes de Christchurch sur les mains, qu'ils soient de droite ou de gauche, rien n'y changera. Les mêmes organisations qui ont été les plus virulentes et les plus violentes en faveur d'une normalisation de la rhétorique anti-musulmane en France ont même tenté d'organiser ce dernier lundi 18 mars un hommage aux victimes sans reconnaître leur propre responsabilité de la propagation de la haine et d'avoir milité pour donner une respectabilité à la suprématie blanche. Leur convergence avec l'extrême droite, sous prétexte de lutter contre ce qu'on appelle l'islam radical sans jamais le définir, partout où celles et ceux qu'on appelle les musulmans